À tous une très, très bonne année. On espère qu'elle sera riche, pour vous tous. Pour commencer, donc, comme je l'ai dit, mettre vos noms, vos prénoms et le nom de votre structure pour qu'on sache, qui vous êtes si vous posez des questions. Ce déjeuner est enregistré, donc si vous voulez pas apparaître, vous pouvez couper vos caméras ou vous déconnecter. Merci de bien vouloir couper vos micros et ce durant toute la présentation afin d'éviter de gêner la personne qui parle, moi. Les questions pourront être posées tout au long du déjeuner dans le chat. On y répondra à la fin. Et à la fin, si vous voulez participer, vous pouvez lever la main et puis on vous donnera la parole. Donc, on va parler du contexte des énergies renouvelables, donc le contexte passé et qu'est-ce qui nous attend. Donc déjà, pour resituer un petit peu, et on en a déjà beaucoup parlé, les énergies renouvelables ont vu leur nécessité amplifiée avec notamment l'invasion de l'Ukraine par la Russie, puisque la Russie mettait des pressions sur les pays de l'Union européenne de mettre fin à son exportation de gaz. Donc, ce qu'on peut voir sur le graphique présent à l'écran, c'est que la France n'est pas le pays le plus dépendant du gaz russe, mais pour autant, on est un pays européen et l'Union européenne a un principe de soutien entre les autres pays. Donc, c'est-à-dire qu'en cas, si la Russie avait coupé ses alimentations de gaz, nous aurions dû aider les autres pays à se fournir en gaz. C'est le principe, voilà, je retrouve, de solidarité entre les pays de l'Union européenne. Face à cela, en France, on utilise beaucoup le nucléaire pour la production d'énergie et notre parc nucléaire est vieillissant. Ce qu'il faut savoir, c'est que au 18 décembre 2022, sur 56 centrales nucléaires, 16 réacteurs étaient à l'arrêt. Donc ça fait quand même une bonne partie du parc et donc ça, plus les menaces de la Russie de couper le gaz, on craignait donc des coupures, raison pour laquelle on a beaucoup entendu parler l'hiver 2022 de procédures de délestage. Voilà. Et puis donc tout cela est appuyé avec le contexte dans lequel on s'ancre aujourd'hui, un contexte de transition énergétique. Et donc le Grand Est est un territoire à objectif TEPOS, c'est-à-dire un territoire à énergie positive, donc qui s'est fixé pour objectif des réductions importantes des consommations d'énergie finale. Donc, on voit une réduction de 55% sur le premier diagramme entre 2012 et 2050, ce qui est énorme. Donc, on voit en fonction des couleurs les parts les plus ou moins importantes et la plus grosse part à réduire, c'est le résidentiel. Et puis, donc, une très, très forte augmentation des énergies renouvelables. Donc là, c'est détaillé en fonction des énergies, éolien par 5,2, photovoltaïque par 14,9, biogaz, enfin voilà. Je vous laisserai regarder tous ces schémas plus attentivement si vous le souhaitez en replay. Mais donc, on voit que les objectifs fixés par le Grand Est sont des objectifs assez conséquents, importants, et il faut mettre en place les mesures pour les atteindre. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors ça, c'est un bilan de l'ADEME qui a été fait en 2023 sur l'année 2022. Donc, on va déjà pouvoir faire un petit peu le point. Donc, on voit qu'entre 2015 et 2022, les parts de production d'énergie renouvelable, elles ont augmenté. Et on voit donc les tendances en 2030 et 2050. Donc, on voit que pour atteindre les objectifs qui ont été fixés par le SRADET, on a encore énormément de chemin. Pour détailler un petit peu plus où on en est en 2022 au niveau des parts des énergies. Donc, on voit que le photovoltaïque a augmenté de 46,6%, que la bioénergie a augmenté de 4,6%, que l'éolien, on a fait plus 6% sur tout le Grand Est. L'hydraulique, on a perdu un petit peu. Ça s'explique parce que les courants, l'eau, etc. Peuvent produire différemment. Le thermique fossile, il a augmenté.
Et le nucléaire donc a diminué, puisque je l'expliquais, de nombreux parcs ont été, de nombreux réacteurs ont été à l'arrêt sur une bonne partie de l'année 2022, puisqu'ils ont été totalement réactivés, il me semble, en juillet, tous. Donc voilà, il y a eu quand même une grande partie de l'année où ils étaient plus tous actifs. Donc ça, c'est exactement la situation en résumé de la production d'énergie renouvelable en Grand Est, et cela par filière. Donc on voit que au total, les énergies renouvelables, on est à 46 414 gigawattheures. Donc on voit les différentes parts énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce chiffre n'est pas encore totalement arrêté, puisqu'il est en constante évolution, parce qu'on peut se dire que par rapport à 2021, ça a diminué, mais en fait, c'est un chiffre qui tend à évoluer et qui sera fixe uniquement fin 2023. Mais ça permet quand même de voir un petit peu où on en est. Pour faire le point énergie par énergie. Donc, on va commencer par le photovoltaïque, qui a un petit peu augmenté par rapport à 2021. Ça suit gentiment les courbes annoncées qui étaient fixées par le SRADET. Donc, pour le moment, on n'est pas en retard, même un petit peu légèrement en avance, mais on voit que l'inclinaison de la courbe fait qu'il va falloir quand même augmenter, sachant que les projets éoliens sont des projets long-termistes, à savoir qu'il faut prévoir entre la naissance de l'idée et la création du projet environ 7 ans. Tout dépendra s'il y a un recours ou pas, si le projet se développe plus ou moins rapidement. Donc voilà, il faut éviter une stagnation et permettre un développement plus massif des projets éoliens. Voilà. Pour ce qui est du photovoltaïque, donc, on a été longtemps en deçà des objectifs fixés par le SRADET. Ça a été relancé en 2022, on le voit, et je l'avais dit tout à l'heure, avec le contexte de crise énergétique, le fait que l'éolien, c'est bien, mais on ne peut pas en mettre partout, puisqu'il faut des vents suffisamment puissants. Donc voilà, le solaire, il suffit d'avoir de la surface déjà artificialisée, de la toiture, et c'est facilement trouvable. Donc en raison des craintes qu'il y avait avec la Russie, les coupures énergétiques, beaucoup d'entreprises, beaucoup de privés ont souhaité devenir indépendants, et donc ça a permis cette augmentation conséquente des projets photovoltaïques. Et donc on voit qu'on est quand même limite avec la courbe, et qu'il faut donc impulser encore plus les projets photovoltaïques. En ce qui concerne donc le biogaz, idem, une petite augmentation qui devrait tendre à augmenter avec l'obligation de recyclage des déchets verts, puisque c'est une obligation nationale. Et donc beaucoup en France tendent vers la création de biogaz grâce à ces déchets verts. C'est pas forcément l'objectif Grand Est, mais il y aura sûrement aussi une augmentation des productions pour suivre le SRADET. On voit qu'on est sur une augmentation beaucoup moins importante entre aujourd'hui et 2030. On doit doubler les objectifs, mais c'est tout. Donc, il y a moins de travail à faire sur le biogaz, bien qu'il y en ait aussi, que sur le photovoltaïque ou l'éolien. Ici, donc, c'est la production de pompes à chaleur. Donc, on voit qu'on est au-deçà des objectifs en termes de pompes à chaleur. Donc, pas grand-chose à dire sur ce point. Et donc ici, c'est le solaire thermique qui, lui, est largement en dessous et stagne, en fait, par rapport à 2015. On a très peu d'augmentation du solaire thermique. Donc, idem, une filière peut-être à développer, essayer de comprendre ce qui pêche pour le déploiement de cette énergie renouvelable. Donc, ce schéma, il est intéressant parce qu'on parle depuis tout à l'heure d'augmentation. On voit qu'on suit les objectifs du SRADET, mais le SRADET, c'est un objectif local. Il y a aussi des objectifs nationaux qui ont été fixés. Donc, ce qu'on voit, c'est sur ce schéma, c'est que les objectifs 2020 étaient de 23% de part d'énergie renouvelable, et qu'aujourd'hui, en 2022, on est à 20,7%. Donc, on est quand même en deçà des objectifs 2020.
qui ont été fixés de façon par l'État. Donc il y a encore du travail puisqu'il nous reste que 8 ans, entre 2022 et 2030, il reste que 8 ans pour atteindre des objectifs qui sont de 33%. Donc il y a encore 12% de marge à faire avant d'atteindre les objectifs. Et donc ce qu'on voit, c'est que certes, il y a des augmentations depuis 2015, mais elles sont quand même très très lentes. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, ce qui justifie évidemment les missions Générateur et Géclair qui sont là pour accompagner, développer ces projets, pour faire des projets conséquents et des beaux projets pour aider donc dans ces objectifs 2020 et ces objectifs des territoires à destination TEPOS. Les grands événements, donc là on a parlé de où on était en termes d'ENR, donc bien sûr c'est une projection de l'année 2022, on se doute qu'en 2023 ça a un peu augmenté, il faudra attendre le bilan de l'ADEME 2024 pour voir exactement ce qu'il en est. Parmi les grands événements 2023, donc il y a eu effectivement la loi relative à l'accélération des énergies renouvelables. Donc ce texte, on a déjà fait un DGENR l'an dernier en janvier, je sais plus. Mais on a déjà fait un DGENR pour en parler. Je pense que vous en avez déjà entendu parler tout au long de l'année puisqu'il y avait les zones d'accélération d'énergie renouvelable à mettre en place. C'est un texte qui va vraiment être porteur du développement des énergies renouvelables puisqu'il a pour objectif de réduire le temps d'instruction des projets en les sécurisant face aux recours contentieux. Donc en limitant les recours contentieux, puisque en déterminant des zones d'accélération d'énergie renouvelable, ça permet de savoir si c'est plutôt favorable ou pas, d'avoir déjà des idées face aux associations, est-ce qu'elles vont aller à l'encontre du projet ou pas. L'idée, c'est également de mobiliser les terrains déjà artificialisés. J'en avais parlé et on en reparle. Donc l'objectif, c'est de couvrir d'ombrières photovoltaïques les parkings à au moins 50%. Donc ça va naître à partir de 2024 déjà pour les plus grands parkings. Et puis après 2026 et 2028 pour les plus petits parkings. Cette obligation touche en tous les cas tous les parkings de plus de 1500 mètres carrés, qu'ils soient nouveaux ou nouvellement créés ou anciens. Il y a également donc pour idée à travers ce texte de remettre les élus et le territoire au cœur des décisions en matière d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les zones d'accélération, puisque ce sont les élus qui ont déterminé ces zones. L'idée également, c'est de mieux partager la valeur d'un projet d'énergie renouvelable sur le territoire d'implantation. Ça va avec remettre les élus et le territoire au cœur des décisions, puisque un projet compris par le territoire peut être un projet mené par les citoyens de ce territoire, et donc on peut fidéliser des filières plus proches au Grand Est, etc., de façon à ce que les richesses permises par ce projet aillent plus directement au territoire. Et donc, ça permet de faire des beaux projets lorsque tout le territoire est impliqué dans celui-ci. Quand on dit le territoire, donc c'est les élus, les citoyens, les entreprises. Donc la France en 2023 et en 2024 continue à miser sur le mix énergétique. Donc le mix énergétique, c'est miser sur non pas une énergie, mais plusieurs énergies, puisque pendant longtemps, la France a misé sur le nucléaire et on l'a vu en 2022 avec son parc vieillissant. Si les réacteurs s'arrêtent, on n'a plus d'énergie et donc des risques de délestage. Donc l'idée, c'est vraiment de mixer. Si on prend que le solaire, par exemple, qu'on se dit bon, on va être tout solaire, très bien, mais on chauffe pas avec du photovoltaïque. Donc comment on fait l'hiver? Donc voilà, l'idée, comme on le voit sur ce schéma, c'est que si on mise que sur une énergie, le solaire, on aura une petite production, une production de jour, une production d'été, mais ce sera insuffisant. Alors que si on mixe avec d'autres énergies, du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydraulique, ça permet de compenser, par exemple, utiliser le photovoltaïque en journée, en été, quand il fait beau, et puis l'hydraulique le soir, en hiver, quand on a besoin de produire en petite quantité, et puis l'éolien en demi-saison, où ça produit le plus. Voilà. Donc l'idée, c'est de continuer sur cette vision. Toutes les ENR sont importantes pour aller dans un territoire ayant un mix énergétique complet et efficient.
Le futur pour 2024, donc c'est difficile de prévoir l'avenir, mais on peut en voir un petit peu les contours avec les dépenses qui ont été votées pour le budget 2024. Alors, donc déjà, je le disais tout à l'heure, c'est que ce qui va changer, ça va être déjà l'arrivée du photovoltaïque sur les plus gros parkings. Je l'ai mis également, mais ça n'a pas vraiment de rapport avec les ENR, mais on va avoir la végétalisation des sols des parkings également. Et donc des toitures industrielles aussi de plus en plus solaires. Donc ça, c'est pour le paysage. Quand on voit le paysage 2024, ça va être un peu plus de panneaux solaires. Et donc au niveau du budget 2024 en énergie, ce qu'il faut savoir, c'est que la part consacrée au nouveau nucléaire augmente de 10% pour atteindre 1,5 million en 2024. Donc on voit quand même que l'État souhaite malgré tout développer les petits EPR. Le fonds de chaleur, lui, va être considérablement renforcé puisque on lui adopte, on augmente sa part de 60% entre 2023 et 2024. Donc ça, c'est assez conséquent, le fonds de chaleur. Donc c'est plutôt très, très positif. Le soutien aussi à une filière d'hydrogène décarboné pour le moment. Donc on sait que l'État veut créer un marché de l'hydrogène décarboné. Pour le moment, c'est un peu au point mort. C'est pour ça que des fonds lui sont octroyés de façon à développer un petit peu ce mode de production d'énergie. Et donc, à côté de ça, il y a toujours un budget qui est consacré à la transition énergétique, notamment dans les zones non interconnectées. Et donc là-bas, le budget sera soit maintenu, soit amplifié. Donc c'est intéressant. Donc on voit vraiment une volonté de soutenir quand même les énergies renouvelables. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc on verra la mise en place lente de la loi du 10 mars 2023 et ses effets, donc avec l'amplification des projets photovoltaïques. Voilà, du coup, ce sera tout pour moi. J'en profite avant de répondre aux questions pour vous dire que vous pouvez voir et revoir nos DGENR sur notre page YouTube. Donc, le lien est indiqué en gros en haut. Donc, vous pourrez revoir aussi ce DGENR pour faire un petit teasing sur les prochains événements à venir, donc qui seront un peu plus techniques cette fois-ci. On a voulu commencer en douceur en fixant un peu les objectifs de où on en était, où on allait aller. Mais voilà, on va reprendre dans du un peu plus technique par la suite. Donc le 12 février avec les petits parcs au sol, le 11 mars avec la méthanisation, le 8 avril avec le solaire thermique, mais cette fois le citoyen. Le 13 mai, les outils de planification des ENR pour les collectivités. Le 10 juin, l'agrivoltaïsme, dans lequel il y aura des changements, notamment avec la loi du 10 mars 2023, donc intéressant à suivre. Le 8 juillet, les démarches administratives autour des projets ENR. Le 9 septembre, les ombrières photovoltaïques. Le 14 octobre, donc là on va déjà un peu plus loin, des retours d'expérience sur de l'autoconsommation collective. Si vous hésitez à vous lancer, n'hésitez pas à suivre ce DGENR. Et puis, les réseaux de chaleur géothermique le 12 novembre et le 9 décembre, le solaire flottant, qui est une nouvelle technologie dont on entend de plus en plus parler. Vous pouvez retrouver notre programme sur notre site Générateur Géclair. Voilà. S'il y a des questions, je vous en prie, on peut... Allez-y pour les poser. On n'est pas très, très nombreux à ce que je crois. Donc tac. Oui, pardon, je me suis trompée. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais 1,5 milliard d'euros. Oui. Bon, je crois qu'il n'y a pas vraiment de questions. Donc je propose qu'on arrête, on arrête ici le DGENR. Mais n'hésitez pas du coup à nous contacter au besoin, moi-même et mes collègues du réseau Générateur et Géclair. Et puis, encore une fois, nous renouvelons nos vœux pour cette année 2024. Et puis, je vous souhaite une excellente journée.
Bonne journée à tout le monde.